Je voudrais maintenant vous faire rebondir, tous les trois, sur les propos de l'un d'entre vous. Et donc, je vais demander, tiens, à Olivier, qu'est-ce que t'as inspiré, parce que j'ai vu que tu avais pris des notes, la mise en perspective de notre ami Xavier. Alors, non, Ils sont forts. Je voulais plutôt... On va y revenir, mais d'abord Xavier. Non, Xavier, je pense que c'est tout ce qu'il a dit est assez juste. Toute la partie small data est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on va aller vers une data de qualité, de la bonne, quoi, qui vient de nos régions. De la raffinée. Mais plus sérieusement, moi, ce que je vais observer, en tout cas, dans les prochaines années, c'est toujours une fois l'équilibre entre toute cette performance et cette innovation et comment on arrive à faire de la préférence de marque. Donc, encore une fois, c'est ni l'un ni l'autre, mais les deux en même temps, parce que quand toutes les techniques qui tendent à se ressembler d'une certaine manière, quand toutes les marques vont utiliser les mêmes recettes techniques, il va rester ce que dit la marque et comment elle le dit. Okay. Et cette préférence de marque, c'est un savoir-faire créatif qui existe toujours dans les agences de création. Et donc, l'avenir est plutôt au mélange entre ce savoir-faire très pointu des campagnes de communication avec un contenu très émergent et les techniques marketing très fortes. Tu voulais rebondir sur les propos de Maxime. J'ai essayé de trouver le juste équilibre, mais ce que ça demande quand même comme contrainte pour les créatifs et qui est difficile, c'est que, tu parlais de TV segmenté tout à l'heure, plus on va cibler, personnaliser, plus il faudra de matériel créatif, et plus on va faire de réaction en temps réel, ce qu'on appelle l'A/B testing, dans les techniques d'aujourd'hui, peut-être que ça va changer demain, demande un matériel de fou. Donc quand il faut... jusque-là, il nous fallait une accroche et un film. Là, quand il en faut plusieurs, pour plusieurs cibles, pour plusieurs personas. Bon. Donc c'est aussi riche que compliqué, et donc j'invite les annonceurs à mettre le paquet, pas que dans la technique, mais aussi dans la constitution d'un contenu de qualité. Donc on est dans le « et ». Et on est dans le on n'est pas dans le ou, c'est bien. Maxime, je voudrais te faire rebondir sur les propos, les perspectives de Olivier et de Xavier. Tu aimerais réagir comment par rapport à cette perspective ? Alors déjà, juste parce que ça m'a fait penser à quelque chose, et je pense que vous allez m'aider avec le mot de vocabulaire que j'ai perdu. On parle beaucoup, notamment en publicité programmatique, de ce mécanisme qui permet de dupliquer une création. Machine learning Non. C'en est un autre. Mais on est vraiment sur une question pour un champion, que je retrouverai peut-être, mais là, il m'échappe. Et en tout cas, qui permet de dupliquer des centaines de fois un asset créatif pour ensuite le distribuer à la cible, à différentes cibles. Si on regarde un peu dans le futur, on peut imaginer que ça puisse aussi être développé pour la télé segmentée, et donc se dire qu'en fait on produit un seul asset et qu'en fonction de la cible à laquelle on s'adresse, on arrive à l'adapter justement grâce à du machine learning, à l'intelligence artificielle, etc. Moi, ce que tu disais tout à l'heure sur la data et la créativité, je pense que c'est ce qui est plus fun dans notre travail, parce que arriver à sortir une super campagne, moi je fais énormément de veille, c'est quelque chose qui me passionne, et dès que je vois un usage de la data qui sort des sentiers battus, je me dis mais c'est génial, il y a des mecs qui sont brillants et qui ont réussi comme ça à extraire des API et à les adapter à un concept créa, je trouve ça super. Et ce que tu disais toi, Xavier, sur cette data qui devient finalement transparente, je pense qu'en fait c'est ça l'objectif à terme, c'est d'avoir une data qui flotte comme ça un peu autour de nous et qui arrive à nous aider dans notre quotidien, mais que finalement on ne voit plus. Je pense qu'effectivement on en est encore à une période un peu comme au balbutiement de l'informatique où on a énormément de données, on a énormément de choses, et puis parfois... c'est un peu lourd à traiter, et moi j'ai envie de croire qu'en 2025-27, cette data elle sera finalement totalement fluide et transparente, et qu'elle se gérera presque toute seule.
Génial, on va gérer Flo. Xavier, toi qui n'es pas du tout de cet univers d'agence, publicitaire, etc., tu es du côté des marques qui travaillent aussi différemment sur la data. Comment tu réagis en fait aux perspectives d'Olivier et Maxime ? Il y a deux tendances. J'en discute avec des marques en l'occurrence sur des projets data. Effectivement, je pense qu'il y a un sujet où la data va permettre d'automatiser, mais elle renforce d'autant plus le besoin de créativité. Et justement, elle va automatiser pour des métiers, alors via des intelligences artificielles qui arrivent, on parle OpenAI, etc. Enfin voilà, qui vont permettre justement de gagner du temps sur des choses de personnalisation peut-être, et en même temps d'imposer d'être plus créatif si on veut engager encore plus finalement l'audience derrière. Et puis il y a une deuxième tendance, qu'on parle data, je parlais d'algorithmes, je parlais d'intelligence artificielle, finalement c'est déjà un tout, et je vais même aller un peu plus loin, parce que tu prenais l'exemple télé, ce qui est assez marrant, parce que dans 5 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des télés, enfin, à chaque fois on se dit ça tous les 5 ans en même temps, mais plateforme data, plateforme de paiement, et je vois assez bien par contre des projets émerger sur des idées de créativité où c'est pas de la publicité, c'est le produit en lui-même qu'on a fourni, vendu en format NFT, non-fungible token, finalement directement à l'audience. Là, on est un peu dans le métaverse quelque part. Mais tu nous amènes dans le Web 3, là. Tu nous amènes dans le Web 3. Oui, parce que finalement, c'est exactement ça qui est en train d'arriver. C'est que c'est pas simplement un support plat sur lequel c'est une audience, un message, et puis quelqu'un va m'appeler. On est directement dans j'achète, mais j'achète pas le produit physique, j'achète même son substrat numérique. J'ai acheté mon sac de luxe directement logotisé comme je le veux, et il y a un continuum entre la data et l'acte d'achat, qu'il soit virtuel, parce que je risque d'acheter de plus en plus des collectibles, du virtuel, etc. Je pense que dans 5 ans, on a du mal à se l'imaginer comme ça, mais finalement ça va être ça. Donc finalement le socle de ciblage dont on a parlé, il est assez évident. Le socle de personnalisation, le socle de créativité, mais on va peut-être rajouter autre chose qui est ces créatifs, ils vont créer carrément des objets. Voilà, qui sont aujourd'hui, c'est les cartes à jouer quelque part, modernes, mais on ne se rend pas compte à quel point les jeunes générations, finalement, sont appétents à demander ça, et on utilisera des technologies de blockchain, de NFT, comme je disais derrière, peu près dans 5 ans. Façon d'étirer. C'est très très bien d'étirer. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Si vous avez ouvert des champs des possibles, on n'a pas tout à fait parlé de data RH aussi, parce qu'il y a peut-être des choses à faire sur les RH. Enfin voilà, nul doute que ça va inspirer celles et ceux qui vont l'année prochaine pour ce Grand Prix de la Data 2022. On vous l'a dit, c'est fin d'année 2022. Postuler, présenter des cas. On verra peut-être des choses avec des NFT. Enfin bref, pour tout savoir. Voilà, c'est très bien. Tenez-vous bien, voilà, allez regarder sur dataetcreativité.fr, puis il y aura d'autres adresses pour postuler, pour présenter vos cas pour ce Grand Prix de la Data 2022. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très très vite. À bientôt, salut. Ciao, ciao. Merci.